la lettre glissa de ses doigts tremblants, atterrissant dans les flammes qui dansaient avidement dans la cheminée du salon bourgeois de l'appartement haussmannien. Éloi, le cœur battant comme un tambour de guerre, sentit le papier se tordre sous la morsure du feu, libérant une odeur âcre de trahison qui empoisonna l'air automnal. « Mon fils » avait-elle murmuré ce matin-là, sa voix veloutée enveloppant le mot comme un cadeau empoisonné, et il avait cru, pour la première fois depuis la disparition de sa mère, que l'amour pouvait être une maison plutôt qu'un exil. Éloi recula, les jambes flageolantes, tandis que les mots qu'il avait tracés avec tant de peine, ses confessions arrachées à des nuits d'insomnie, ses aveux d'un amour interdit pour un garçon nommé Tristan se consumaient en un silence accusateur. L'appartement, avec ses moulures dorées et ses tapis persans hérités d'un oncle lointain, semblait soudain une prison aux barreaux invisibles. Il avait 16 ans, et Paris, cette ville des amours éternels, venait de lui arracher son premier pas vers la lumière. Dehors, la scène murmurait ses secrets indifférents, mais ici, dans le ventre de la bête familiale, tout n'était que cendre et mensonge. Son père, Henri, un architecte aux tempes grisonnantes et au regard perpétuellement absent, n'était pas encore rentré du bureau. C'était elle, la nouvelle belle-mère Claire, avec ses cheveux châtains impeccablement coiffés en chignon et son sourire qui masquait les fissures d'un passé recomposé ou qui avait intercepté l'enveloppe scellée de cire rouge, posée innocemment sur le guéridon de l'entrée. Éloi l'avait vue, ce matin, fouiller discrètement parmi les courriers, ses ongles manucurés effleurant le papier comme une caresse mortelle. « Mon fils chéri » lui avait-elle dit en lui servant son café au lait, les yeux pétillants d'une affection feinte qui l'avait fait rougir de gratitude. Il avait tant désiré cela, une mère de substitution, une encre dans le chaos post-divorce qui avait balayé sa vie à l'âge de 12 ans. La mère biologique d'Éloi, une peintre bohème partie pour un atelier à Montmartre avant de s'évaporer vers l'Italie avec un amant guitariste, n'avait plus donné signe de vie depuis 4 ans. Henri, dévasté, s'était replié sur son travail, laissant Éloi naviguer seul les couloirs du lycée Henri IV, où les murmures des camarades sur ses manières efféminées le hantaient comme des fantômes. Puis Claire était arrivée, un cyclone de parfums floraux et de robes cintrées, rencontré lors d'un vernissage au Louvre où Henri cherchait désespérément à combler le vide. Leur mariage, 6 mois plus tôt, avait été une affaire discrète à la mairie du VE arrondissement, suivie d'un dîner aux chandelles au Procope. Éloi, forcé de porter un costume trop grand hérité de son père, avait applaudi poliment, espérant que cette union effacerait les ombres. Mais les ombres persistaient, nourries par les nuits volées avec Tristan. Ils s'étaient rencontrés au lycée, dans le club de théâtre où Éloi jouait les rôles secondaires, toujours le confident muet, jamais le héros. Tristan, 17 ans, fils d'un diplomate américain expatrié à Paris, était l'étoile, grand, aux yeux bleus perçants et aux boucles noires qui cascadaient comme une cascade rebelle. Son accent teinté d'anglais chantant, vestige de ses années à New York, rendait chaque réplique shakespearienne inoubliable. Leur premier baiser avait eu lieu backstage, après une répétition de Roméo et Juliette, où Tristan incarnait Mercutio avec une fougue qui faisait vibrer les planches. « Tu es mon poison sucré » avait-il murmuré, ses lèvres effleurant celles d'Éloi dans l'obscurité poussiéreuse. Depuis, ils se retrouvaient en cachette, au pied de la tour Eiffel quand la nuit tombait, dans les allées du Luxembourg où les statues de marbre semblaient veiller sur leurs étreintes, ou dans l'appartement vide de Tristan pendant que son père enchaînait les conférences à Bruxelles. Éloi avait écrit la lettre un soir de novembre pluvieux, assis à son bureau encombré de croquis d'architecture, un rêve hérité de son père, qu'il caressait comme un talisman. Les mots coulaient comme un torrent. « Papa, Claire, je vous aime assez pour vous dire la vérité. J'aime un garçon. Son nom est Tristan, et cet amour me rend vivant. » Il avait scellé l'enveloppe d'une larme, imaginant leur étreinte collective, une famille unie par la vulnérabilité. Mais Claire l'avait lu en premier, ses lèvres se pinçant en une ligne dure tandis qu'elle froissait le papier dans le creux de sa paume. Pourquoi? Éloi ne le saurait que plus tard, une peur viscérale, ancrée dans son propre mariage raté avec un homme qu'il avait quitté pour un autre, une homophobie larvée masquée sous des couches de politesse bourgeoise. Le feu crépitait encore quand Éloi entendit la clé tourner dans la serrure. Son père rentra, parapluie dégoulinant, un bouquet de roses fanées à la main, un geste rituel pour Claire, qu'elle balayait d'un rire indulgent. Éloi, appela Henri, sa voix lasse résonnant dans le vestibule. Le garçon se figea, le cœur cognant contre ses côtes. Devait-il accuser? Hurler? Ou feindre l'ignorance, comme tant de fois auparavant? Claire surgit de la cuisine, un tablier noué autour de sa taille fine, un sourire éclatant aux lèvres. « Mon chéri. Le dîner est presque prêt. Viens, mon fils, aide-moi à mettre la table. » Le mot office claqua comme une gifle, et Éloi sentit la bile monter dans sa gorge. Il obéit mécaniquement,
disposant les couverts en argent sur la nappe damassée, tandis que son esprit hurlait en silence. Le repas se déroula en un ballet de banalité, Henri parla d'un projet de rénovation pour un hôtel particulier du Marais, Claire rit à ses anecdotes, et Éloi mâcha son magret de canard sans le goûter. Sous la table, ses mains tremblaient, griffant le tissu de son jean. « Tu es si silencieux ce soir, mon grand, remarqua Claire, ses yeux verts si semblables à ceux d'Éloi, une coïncidence cruelle le transperçant. Des soucis au lycée? Un chagrin d'amour, peut-être? Le sous-entendu glissa comme un serpent, et Éloi étouffa un hoquet. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, et Éloi s'enferma dans sa chambre, une soupente au mur tapissé de livres jaunis. Il envoya un message à Tristan, « Viens me chercher. Tout est brisé. » 20 minutes plus tard, un caillou tinta contre la vitre. Éloi escalada le balcon étroit, sautant dans les bras de son amant qui l'attendait dans l'ombre des platanes de la rue de Rivoli. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour » murmura Tristan, son souffle chaud contre la nuque d'Éloi. Les mots jaillirent alors, un torrent de douleur, la lettre, le feu, le fils empoisonné. Tristan l'attira contre lui, ses doigts s'enfonçant dans les cheveux humides de pluie. « On s'en va. Ce soir. Chez moi. Mon père est à Genève, la maison est vide. » Ils coururent à travers les avenues luisantes, main dans la main, évitant les flaques qui reflétaient les néons des cafés fermés. L'appartement de Tristan, dans le 16e arrondissement, était un havre moderniste, baies vitrées donnant sur la tour Eiffel scintillante, meubles en verre et cuir qui sentaient le neuf et l'exil. Ils s'effondrèrent sur le lit king size, Éloi sanglotant contre la poitrine de Tristan tandis que ce dernier caressait son dos en cercles apaisants. « Je t'aime » chuchota Tristan, ses lèvres traçant un chemin de baisers le long de la mâchoire d'Éloi. « Et ton père, cette femme il ne te mérite pas. Tu es à moi, et je suis à toi. » Leurs corps se mêlèrent dans une urgence fiévreuse, une affirmation de vie contre la mort symbolique de la lettre incendiée. Éloi se perdit dans la chaleur de Tristan, ses gémissements étouffés par les oreillers, chaque caresse un rempart contre l'abîme. Mais le matin apporta la réalité, cruelle et implacable. Un appel d'Henri, « Où es-tu, fiston ?» Claire est inquiète. « Reviens à la maison. » Éloi raccrocha, le téléphone brûlant sa paume. Tristan, nu sous les draps froissés, proposa, « Fugue avec moi. Mon père a une maison à Deauville, on pourrait y aller, juste nous deux. » L'idée était un mirage tentant, mais Éloi secoua la tête. « Non. Je dois affronter. Pour moi. » Ils s'habillèrent en silence, partagèrent un café noir amer, et Tristan l'accompagna jusqu'au métro. Leur baiser d'adieu, sur le quai bondé de la ligne 1, fut un serment muet, « Attends-moi. » De retour dans l'appartement, l'air était chargé d'électricité. Claire était seule, assise dans le salon, une tasse de thé froid entre les mains. « Éloi, dit-elle d'une voix douce, presque maternelle. Assieds-toi. Nous devons parler. » Il obéit, raide comme un piquet, tandis qu'elle se levait pour fermer les rideaux, plongeant la pièce dans une pénombre complice. « J'ai lu ta lettre, avoua-t-elle enfin, ses mots tombant comme des pierres dans un étang calme. Et je l'ai brûlée. Pour ton bien. Pour celui de ton père. » Éloi sentit le monde basculer. « Pourquoi » croassa-t-il, la voix brisée. Claire s'approcha, s'agenouillant à ses pieds comme une pénitente. « Parce que l'amour comme le tien il détruit les familles. Mon premier mari m'a quitté pour un homme. J'ai vu comment ça ronge, comment ça laisse des cicatrices. Tu es mon fils maintenant, Éloi. Je ne veux pas te perdre comme ça. » Ses yeux brillaient de larmes sincères, mais Éloi n'y vit que de la pitié empoisonnée. « Je ne suis pas ton fils, répliqua-t-il, se levant d'un bond. Et cet amour me sauve, pas me détruit. » La porte d'entrée claqua derrière lui alors qu'Henri rentrait, mais Éloi ne se retourna pas. Il courut dans les escaliers, le cœur en lambeaux, vers un avenir incertain. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de regards fuyants. Henri, confronté par Claire dans un flot de confessions larmoyantes, choisit le camp de la paix conjugale, « C'est une phase, fiston. Concentre-toi sur tes études. » Éloi, relégué au rôle de fantôme dans sa propre maison, trouva refuge dans les bras de Tristan. Ils multiplièrent les rendez-vous clandestins, un pique-nique volé au bois de Boulogne, où Tristan lisait des poèmes de Rimbaud à voix haute, une nuit dans un cinéma d'art et d'essai du quartier latin, où ils s'embrassèrent dans l'obscurité pendant la projection de Brokeback Mountain, les larmes coulant en synchronie avec celles de l'écran. « On est comme eux » murmura Éloi, sa main serrant celle de Tristan. « Mais on survivra. » Pourtant, le conflit couvait.
Claire, rongée par la culpabilité, tenta de se racheter, des invitations forcées à des dîners familiaux, des cadeaux enveloppés de rubans, un carnet de croquis pour ses rêves d'architecte, un foulard en soie pour protéger son cœur fragile. Éloi refusait tout, son ressentiment durcissant comme la croûte d'une plaie. Tristan, de son côté, poussait Éloi à la rupture, dis-lui la vérité à ton père. Seul. Sans sa harpie. Mais la peur paralysait Éloi, aux peurs de l'exil définitif, de la rue parisienne impitoyable pour un adolescent sans ressources. Le chaos trao survint un soir de décembre, sous la neige rare qui saupoudrait les toits de Montparnasse. La famille ou ceux qui en tenaient lieu étaient réunis pour un Noël anticipé, des guirlandes clignotantes ornant le sapin importé d'Alsace. Claire avait cuisiné un bûche de Noël parfumé au chestnut, Henri sirotait son cognac devant la cheminée, la même qui avait dévoré la lettre. Éloi, assis en retrait, observait la scène comme un spectateur distant. Puis Tristan envoya un message, « Je suis en bas. Viens. On part pour toujours. » Le cœur battant, Éloi se leva. « Papa, Claire. J'ai quelque chose à dire. » Les mots sortirent en un flot libérateur, Tristan, l'amour, la lettre brûlée. Henri pâlit, son verre tremblant dans sa main. C'est absurde. Tu es confus, mon garçon. Mais Claire, les joues empourprées, explosa, c'est moi qui ai brûlé cette abomination. Pour te protéger, ingrat. Tu n'es pas gai, tu es juste perdu, comme tous les garçons de ton âge qui cherchent l'attention. Sa voix se brisa en sanglots, révélant la faille, sa propre blessure, le mari volé, la solitude qui l'avait mené vers Henri. Éloi, les larmes aux yeux, riposta, tu m'as appelé fils et pour mieux me briser. Tu n'es pas une mère, tu es une geôlière. Henri, déchiré, se leva pour poser une main sur l'épaule d'Éloi. Attends, fiston. On peut en parler. Calmement. Mais le mal était fait. Éloi attrapa son manteau et s'élança dans la nuit enneigée, rejoignant Tristan qui l'attendait dans une vieille Peugeot empruntée à un ami. Ils roulèrent sans but, les essuie-glaces balayant la neige, jusqu'à Deauville, cette station balnéaire normande où le père de Tristan possédait une villa face à la mer. La maison était froide, vide, mais ils l'animèrent de rires forcés et de baisers salés par les larmes. Là, dans les jours qui suivirent, l'amour d'Éloi et Tristan fleurit comme une rose sauvage au bord de la falaise. Ils marchaient sur la plage déserte, pieds nus dans le sable gelé, parlant d'avenir, Paris pour les études d'architecture d'Éloi, New York pour Tristan qui rêvait de Broadway. On construira notre propre famille, promit Tristan, gravant leurs initiales dans le bois d'une jetée abandonnée. Éloi, pour la première fois, se sentit entier, non plus un fils brisé, mais un homme en devenir. De retour à Paris, après une semaine d'absence, la confrontation finale eut lieu. Henri, rongé par le remords, appela Éloi au téléphone, « Reviens. J'ai parlé à Claire. Elle admet son erreur. Et moi, j'étais aveugle. » Claire, en fond, murmura d'une voix éraillée, « Pardonne-moi, mon Éloi. Je t'appelle fils parce que je t'aime, vraiment. Laisse-moi apprendre. » Éloi hésita, le combiné collé à l'oreille, tandis que Tristan l'observait, confiant. « D'accord, répondit-il enfin. Mais à mes conditions. Tristan viendra dîner. Et la prochaine lettre, vous la lirez ensemble. » Le dîner, 2 semaines plus tard, fut un rituel tendu mais cathartique. La table était dressée sobrement, sans guirlande superflue. Tristan arriva en chemise blanche impeccable, son accent américain adoucissant les silences. Claire, les yeux rougis mais déterminés, serra la main d'Éloi à son entrée, « Bienvenue, Tristan. Et merci d'aimer mon fils. » Le mot, cette fois, sonna vrai, le libéré de la possessivité, teinté d'humilité. Henri posa des questions maladroites sur le théâtre, mais son regard, pour la première fois, embrassa Éloi avec fierté plutôt qu'avec pitié. La nuit, après le départ de Tristan, Claire glissa une enveloppe sous la porte de la chambre d'Éloi. Dedans, une lettre manuscrite, « Je suis désolé. Ton courage m'a appris le mien. Sois heureux, mon fils, parce que tu es à moi, et à personne d'autre pour te définir. » Éloi pleura en la lisant, non de douleur, mais de soulagement. Dehors, Paris scintillait, ses lumières un tapis de promesses. Avec Tristan à ses côtés, il marcha vers l'aube, prêt à embrasser l'amour sans chaîne. Les mois suivants s'écoulèrent comme un fleuve apaisé, mais Éloi savait que les eaux, sous la surface, portaient encore des courants traîtres. Le lycée Henri IV, avec ses cours d'histoire au plafond voûté et ses récréations bruyantes dans la cour pavée, devint un terrain de jeu ambivalent.
Les rumeurs sur sa fugue amoureuse amplifiées par un commérage anonyme circulaient comme une traînée de poudre, transformant les regards complices en œillades moqueuses. Le petit guet de la classe chuchotait les garçons de terminale au foot improvisé, tandis que les filles, plus subtiles, l'observaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Éloi, jadis discret dans ses jeans slim et ses sweats oversize, se redressa, il portait désormais des chemises cintrées, un collier discret offert par Tristan ou une chaîne en argent gravée d'un T entrelacé d'un et comme un bouclier visible. Tristan, de son côté, rayonnait. Son rôle de Mercutio dans la pièce de fin d'année avait été un triomphe, la salle comble du théâtre de la Fontaine avait applaudi à tout rompre, et le baiser final une improvisation osée avec son Juliette féminine, mais qui, dans l'esprit d'Éloi, n'était qu'un écho distant de leur passion, avait fait les gros titres du journal du lycée. « Tu étais magnifique » avait murmuré Éloi ce soir-là, dans les coulisses encombrées de fleurs fanées et de costumes froissés. Tristan l'avait attiré dans un coin sombre, leurs lèvres se scellant dans un baiser vorace qui effaça les applaudissements. « C'est toi qui me rends ainsi » répondit-il, ses doigts glissant sous la chemise d'Éloi pour tracer des motifs invisibles sur sa peau. Mais la maison, ce sanctuaire précaire, abritait encore des ombres. Claire, dans sa quête de rédemption, multipliait les gestes, des livres sur l'homosexualité laissés par hasard sur la table du salon au Maurice de Forster, le garçon de nos rêves de Ménard ou des invitations à des associations LGBT comme le Refuge, glissées dans les poches de son manteau. « Je veux comprendre » plaidait-elle lors de leur promenade forcée le long de la Seine, où les péniches illuminées glissaient comme des mirages. Éloi hochait la tête, mais intérieurement, il bouillonnait, était-ce sincérité ou culpabilité masquée? Henri, plus distant, se contentait de hochements approbateurs, son amour paternel filtré à travers le prisme de la routine. Un bravo pour une bonne note en maths, un billet pour un match de rugby au Stade de France. Un soir de février, alors que la ville se parait de cœur pour la Saint-Valentin, le conflit ressurgit sous une forme inattendue. Éloi et Tristan avaient planifié une soirée romantique, un dîner aux chandelles dans un bistrot caché du Marais, suivi d'une balade nocturne vers Notre-Dame, où ils graveraient un vœu sur un mur effrité. Mais Claire intercepta Éloi dans l'entrée, un magazine People à la main. « Regarde ça » dit-elle, la voix tremblante, en lui tendant une page cornée. L'article, sensationnaliste comme à son habitude, titrait « Fils d'architecte célèbre en fugue gay, scandale bourgeois ». Une photo floue d'Éloi et Tristan, prise lors de leur escapade à Deauville, les montrait enlacés sur la plage, le vent fouettant leurs cheveux. Le journaliste, anonyme, avait creusé le divorce d'Henri, le remariage hâtif, les rumeurs de coming out forcé. Éloi sentit le sol se dérober. « Comment » balbutia-t-il. Claire baissa les yeux. « C'est moi. J'ai appelé un ami journaliste, pour contrer les ragots du lycée. Je pensais que le rendre public, sous contrôle, t'aiderait. Mais ça a dérapé. La trahison frappa comme un coup de poignard, pas une destruction physique cette fois, mais une exposition brutale, un viol de l'intimité. Tu n'apprends rien, hurla Éloi, arrachant le magazine pour le déchirer en confetti. Tu me protèges en me saignant à blanc? Il claqua la porte, courant vers le bistrot où Tristan l'attendait, ignorant que son amant avait déjà vu l'article, partagé en masse sur les réseaux du lycée. Tristan était là, assis à une table vacillante sous des guirlandes de lumière tamisées, un bouquet de lys blanc devant lui. Ses yeux, d'ordinaire pétillants, étaient voilés de colère contenue. « Éloi » dit-il simplement, sa voix un fil tendu. Le garçon s'assit, les mains tremblantes. C'est elle. Encore. Elle voulait m'aider au point. Tristan hocha la tête, mais la tension persista tout au long du repas, les escargots à l'ail restèrent intacts, le vin rouge tournait en gorgées nerveuses. Dehors, sous la pluie fine de février, ils marchèrent en silence vers la cathédrale, les gargouilles les toisant de leurs yeux de pierre. « Je ne peux plus » lâcha Tristan enfin, s'arrêtant sous un porche. « Ta famille te ronge. Et moi je me sens comme un accessoire dans ton drame. » Éloi s'arrêta net, le cœur en vrac. « Quoi ? Non, Tristan, tu es tout. » Mais les mots sonnaient creux, érodés par les mensonges accumulés. Tristan secoua la tête, ses boucles sombres collées par la pluie. « Prouve-le. Choisis-moi vraiment. » Pas des miettes volées entre deux crises. Le baiser qui suivit fut désespéré, un adieu masqué en passion, leur corps pressés contre la pierre froide tandis que les cloches sonnaient minuit. Éloi rentra seul, trempé jusqu'aux os, pour trouver Claire éveillée, un verre de vin à la main. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Vraiment. Laisse-moi réparer. » Mais Éloi, brisé,
se contenta d'un regard vide avant de s'enfermer. Le lendemain, le lycée devint un champ de mines. Les murmures s'étaient mués en agression, un graffiti homophobe sur son casier EPD en fugue effacé par le proviseur mais gravé dans son âme, des textos anonymes de numéros masqués, promettant des leçons. Tristan, distant dans les couloirs, évitait ses yeux, son rôle de star théâtrale le protégeant sous un vernis de popularité. Éloi, isolée, trouva un allié inattendu, son professeur de littérature, Madame Duval, une quinquagénaire aux lunettes rondes et aux chignons échevelés, qui l'invita à un club de lecture après les cours. L'art guérit les plaies invisibles, dit-elle, en lui tendant un exemplaire annoté de La chambre de Giovanni de James Baldwin. Pour la première fois, Éloi parla librement, de la lettre brûlée, de l'exposition forcée, de l'amour qui vacillait. Madame Duval écouta, ses yeux emplis d'une compassion sans pitié. La trahison familiale est la plus dure, car elle est intime. Mais souviens-toi, ta voix est ton pouvoir. Inspiré, Éloi écrivit au nom une lettre, mais un essai, un cri du cœur qu'il lut lors d'une assemblée scolaire sur la tolérance. Les mots coulèrent, être gay n'est pas une phase, ni un scandale. C'est ma vérité, et elle mérite d'être entendue, pas brûlée. La salle, d'abord silencieuse, applaudit debout, Tristan, au premier rang, pleurait, ses yeux bleus brillants de fierté retrouvés. Ce soir-là, ils se réconcilièrent dans l'appartement de Tristan, une explosion de tendresse qui effaça les doutes. « Je suis désolé, murmura Tristan, ses lèvres effleurant la cicatrice invisible du cœur d'Éloi. J'avais peur de te perdre. Leurs corps s'entrelacèrent sous les draps de soie, un balai lent et profond, chaque caresse un serment renouvelé. Éloi, arché de sa propre vulnérabilité, se promit de ne plus laisser les autres dicter son récit. Pourtant, la maison familiale bouillonnait encore. Claire, confrontée à l'article qu'elle avait elle-même provoqué, sombra dans une dépression silencieuse, des nuits blanches à fixer le plafond, des repas sautés sous prétexte de migraine. Henri, alarmé, consulta un thérapeute conjugal, ramenant à la maison des brochures sur l'acceptation parentale. Un après-midi, alors qu'Éloi rentrait d'une répétition théâtrale où il avait auditionné pour un rôle mineur dans la prochaine pièce, encouragé par Tristan, il trouva Claire assise à la table de la cuisine, une pile de lettres devant elle. « Ce sont les miennes, expliqua-t-elle d'une voix chevrotante. À mon ex-mari. Je lui ai écrit des coming out inversés, des supplications pour qu'il reste hétéro. J'ai brûlé les tiennes pour ne pas revivre ça. » La révélation frappa Éloi comme une vague de compréhension. Pas d'excuses, mais une humanité partagée aux deux âmes blessées par l'amour déviant. « Et maintenant » demanda-t-il doucement. Claire leva les yeux, rougit mais claire. « Maintenant, j'apprends à te laisser voler. » Ils pleurèrent ensemble, un rituel de guérison, et pour la première fois, Éloi l'appela Claire sans amertume. Le printemps arriva à Paris avec une douceur insolente, les cerisiers du champ de Mars en fleurs, les terrasses des cafés grouillantes de rire. Éloi et Tristan, inséparables, planifièrent leur premier voyage, un week-end à Lyon, ville des Lumières rivales, où ils loueraient un studio face au Rhône. Mais avant cela, un dernier test, le dîner de Pâques chez Henri et Claire, où Tristan fut invité officiellement. La table débordait de gigots d'agneau et d'asperges vertes, le vin blanc de Bourgogne coulant comme un baume. Claire, nerveuse, porta un toast à l'amour, sous toutes ses formes. Henri, maladroit mais sincère, ajouta « et à mon fils, qui m'a appris à voir clair ». Tristan, rayonnant, serra la main d'Éloi sous la table, un geste discret mais chargé. La soirée se termina par une promenade familiale, un mot nouveau, fragile mais réel le long des quais, où les lumières de la ville dansaient sur l'eau. Éloi, marchant entre son père et sa belle-mère, avec Tristan à ses côtés, sentit enfin les chaînes se dissoudre. L'amour, songea-t-il, n'était pas une lettre à brûler, mais un feu à entretenir. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours ambulants où les Parisiens migraient vers les fontaines pour y tremper leurs poignets. Éloi, désormais 17 ans, avait passé son bac avec mention à un triomphe discret, célébré par un pique-nique au jardin des Tuileries où Tristan avait improvisé un discours shakespearien, déclarant Éloi le soleil de son univers. L'université d'architecture à l'école des Beaux-Arts l'attendait en septembre, un rêve concrétisé par les croquis qu'il griffonnait obsessivement, des bâtiments fluides, inspirés des courbes du corps de Tristan, des espaces ouverts où l'amour n'avait pas de mur. Mais la quiétude était précaire. Tristan, dont le père avait été rappelé à Washington pour un poste au département d'État, affrontait l'ombre du départ. 3 mois à New York pour un stage théâtral, annonça-t-il un soir, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture au bord du canal Saint-Martin, les signes glissant paresseusement.
Éloi sentit un vide s'ouvrir en lui, comme un échafaudage effondré. « Et nous, murmura-t-il, sa tête sur l'épaule de Tristan. On survivra. Les amours à distance sont des feux qu'on attise à distance. » Mais les mots sonnaient creux, et cette nuit-là, leur étreinte fut urgente, presque violente, comme pour graver chaque courbe dans la mémoire. Claire, de son côté, évoluait vers une rédemption active. Elle s'inscrivit à un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT, revenant avec des anecdotes qui brisaient la glace. Une mère a raconté comment son fils aîné l'a forcé à défiler à la Pride. Et moi, je me dis, pourquoi pas? Éloi rit, surpris, lors d'un thé partagé sur le balcon, où les pots de géranium fleurissaient en rouge vif. Henri, encouragé, offrit à Éloi un ordinateur portable pour ses études, avec un mot glissé dedans, « Bâtis ton monde, fiston. » Je suis fier. Ces gestes, cumulés, tissaient un filet de sécurité, mais Éloi restait vigilant. La trahison de la lettre, l'exposition médiatique, étaient des cicatrices qui palpitaient par temps humide. Le départ de Tristan arriva comme un orage d'été, brutal, électrisant. À l'aéroport Charles de Gaulle, entourés de valises et de voyageurs pressés, ils s'embrassèrent longuement, indifférents au regard. « Appelle-moi tous les soirs, supplia Éloi, sa voix étouffée contre le cou de Tristan. Et envoie des selfies nus, taquina ce dernier, provoquant un éclat de rire qui dissipa les larmes. Le vol pour New York décolla, emportant un morceau du cœur d'Éloi, et le garçon rentra en métro, le siège vide à ses côtés comme un fantôme. Les premières semaines furent un supplice. Les appels vidéo, entrecoupés de décalages horaires, montraient Tristan dans un loft de Brooklyn bondé d'acteurs aspirants, répétitions tardives, auditions épuisantes, flirts innocents avec des colocataires. « C'est rien, jurait-il quand Éloi, jaloux, interrogeait. « Toi seul compte. » Mais la distance creusait un fossé. Éloi, plongé dans ses cours préparatoires à l'école, dessinait des ponts brisés. Tristan, immergé dans le rythme effréné de Manhattan, parlait de rôles off-Broadway qui l'éloignaient. Une nuit, après un appel avorté, Tristan fatigué par une after-party où Éloi craqua, appelant Claire en pleurs. « Viens, dit-elle simplement, et il se réfugia dans le salon familial, où elle l'écouta jusqu'à l'aube, une couverture sur les épaules. « L'amour vrai endure les tempêtes, murmura-t-elle, écho involontaire de ses propres lectures thérapeutiques. » Pour la première fois, Éloi vit en elle une alliée, pas parfaite, mais en évolution. Ensemble, ils planifièrent une surprise, un billet pour Éloi à New York, financé en partie par Henri, pour la fin du stage. « Montre-lui que tu es là, conseilla Claire. Pas en mots, en présence. Le voyage fut une révélation. New York, avec ses gratte-ciels agressifs et ses rues grouillantes, contrastait avec la grâce haussmannienne de Paris. Tristan l'attendait à Juevka, un bouquet de tournesol à la main pour ton sourire ensoleillé, et ils s'élancèrent dans un taxi vers Brooklyn, où le loft bruissait de vie bohème. Les jours suivants furent un tourbillon, balade à Central Park où ils nourrissaient les écureuils, dîner dans des dîners juifs du Lower East Side aux pancakes dégoulinants de sirop, et nuit d'amour dans un lit défoncé, où Tristan murmurait des sonnets appris par cœur. « Tu es mon encre, confessa-t-il un matin, alors que la lumière filtrant par les volets les baignait d'or. Éloi, guéri, acquiesça, et toi, mon horizon. » Mais le retour à Paris ramena les ombres. Tristan, regonflé, décida de prolonger son séjour américain, une opportunité au Lincoln Center, trop belle pour refuser. 6 mois de plus, annonça-t-il par Zoom, son visage pixelisé. Éloi, assis dans sa chambre au mur couvert de blueprints, sentit la rage monter. Toujours des et plus. Et moi. La dispute éclata, mots aiguisés comme des lames, accusations de dépendance, de peur de l'engagement. Tu choisis ta carrière sur nous, hurla Éloi. Tristan, blessé, rétorqua, et toi, ta famille toxique. Claire t'a brisé, et tu reviens toujours. L'écran s'éteignit sur un silence assourdissant. Éloi, anéanti, erra dans Paris comme un somnambule, le Louvre, où les nus masculins de Michel-Ange semblaient le narguer, le Père-Lachaise, où il s'assit sur la tombe d'Oscar Wilde, lisant de profundis à voix haute pour exorciser la douleur. Claire le trouva là, alertée par un appel inquiet d'Henri. « Laisse-moi t'aider, dit-elle, s'asseyant à ses côtés sur l'herbe humide. » Pour la première fois, Éloi se confia pleinement, les doutes sur Tristan, la peur de l'abandon, le poids de la lettre originelle comme un boulet. Claire écouta, puis partagea son propre secret. « Après mon divorce, j'ai failli me suicider. C'est Henri qui m'a sauvé, mais j'ai reporté ma peur sur toi. Pardonne-moi si tu peux. »
La vulnérabilité de Claire, cette femme qu'il avait appelée fils pour mieux le contrôler, brisa les dernières barrières. Éloi l'étreignit, un geste filial inattendu, et ensemble, ils rentrèrent. Ce soir-là, il écrivit à Tristan, non une lettre, mais un billet d'avion pour Paris. « Viens. »« Ou perds-moi. » La réponse arriva à l'aube, « J'arrive. »« Désolé. »« Je t'aime. » Le réconciliation fut un feu d'artifice. Tristan atterrit par un vol de nuit, et Éloi l'attendait au pied de la tour Eiffel, illuminée pour la fête de la musique. Ils s'embrassèrent sous les étoiles artificielles, la foule dansante les enveloppant comme un cocon. « Je choisis nous, » jura Tristan, ses lèvres contre l'oreille d'Éloi. La carrière attend, l'amour, non. Ils passèrent la nuit à valser dans les rues, de café en café, jusqu'à l'aube rose. Pourtant, le destin, capricieux, intervint. Au retour, une lettre ironique cruelle attendait Éloi, une convocation du lycée pour une enquête sur le graffiti homophobe, lié à l'article de Claire. Le proviseur, un homme sévère aux moustaches grisonnantes, le convoqua, « Monsieur, votre vie privée affecte l'ordre scolaire. » Éloi, soutenu par Madame Duval et un avocat fourni par Henri, riposta avec un discours forgé dans la douleur, « Ma vie privée est mon droit. » Punissez les haineux, pas les victimes. L'enquête tourna court, mais le choc réveilla les démons. Claire, apprenant la nouvelle, s'effondra. « C'est ma faute. » Encore. Dans une crise de larmes, elle confessa à Henri et, par extension, à Éloi un secret plus sombre, l'article n'était pas un accident, elle avait payé le journaliste pour sensibiliser, croyant bien faire. Henri, furieux, la confronta, « Tu as juré de changer. » La maison trembla sous les cris, un écho du divorce originel d'Éloi. Le garçon, témoin impuissant, appela Tristan, tout recommence. Le chaos familial éclata lors d'un dîner tendu. Claire, pâle comme un linceul, plaida, « J'ai voulu te protéger de l'intérieur, Éloi. Mais j'ai échoué. » Henri, les poings serrés, tonna, « Tu as détruit notre fils 2 fois. » Éloi, au centre du vortex, se leva, « Assez. Claire, tu n'es pas ma mère, mais tu essaies. Papa, arrête de choisir la paix sur la vérité. Et moi je pars. » Il quitta la table, bagage en main, pour l'appartement de Tristan, désormais un sous-location permanent, avec le père en poste à Paris pour 6 mois. La nuit fut une tempête d'amour et de rage, Éloi et Tristan s'aimèrent avec une fureur purificatrice, leur corps un champ de bataille où la douleur se muait en extase. « Reste avec moi, » supplia Tristan au petit matin. Éloi acquiesça, mais appela Henri, « Je reviens. » Pour parler. Pas pour pardonner aveuglément. L'automne 2026 peignit Paris en ocre et roux, les feuilles des marronniers du boulevard Saint-Germain virevoltant comme des confettis mélancoliques. Éloi, installé temporairement chez Tristan dans le 16e, naviguait entre les cours du Beaux-Arts où ses projets de villa modulaire impressionnaient les professeurs et les visites sporadiques à la maison familiale. La rupture avec Claire n'était pas totale, c'était une pause, un espace pour respirer. Henri, médiateur maladroit, organisait des thérapies familiales dans un cabinet discret du 7e arrondissement, meublé de canapés beige et de plantes en pot qui exhalaient une odeur de résine apaisante. La première séance fut un naufrage élégant. Le thérapeute, un homme d'âge mûr aux lunettes cerclées d'or nommé docteur Laurent, invita chacun à partager sa vérité. Henri commença, sa voix grave chevrotant, « J'ai fui le divorce en me remariant trop vite. J'ai laissé Éloi seul face à ses démons. Claire, voilée dans un châle de cachemire, avoua, « Ma peur m'a rendu monstre. J'ai brûlé ta lettre pour éteindre ma propre flamme intérieure. » Éloi, les mains croisées sur les genoux, lâcha, « Vous m'avez appelé fils et comme une chaîne. Mais l'amour n'est pas possession. » Les mots planèrent, lourds, et pour la première fois, des larmes coulaient sur les joues de Claire sans défense. Tristan, bien que non convié, devint le pilier. Il accompagnait Éloi aux séances, attendant dans un café voisin avec un café au lait et un livre de Tennessee Williams. « Tu es courageux » murmura-t-il lors des retours en métro, sa main effleurant la cuisse d'Éloi dans l'intimité du wagon. Leur relation, forgée dans l'adversité, s'approfondissait, des soirées à cuisiner des crêpes normandes hommage à Deauville ou à regarder des films queer comme Moonlight enlacés sur le canapé, commentant chaque scène avec une tendresse qui guérissait. « On est notre propre happy end » plaisantait Tristan, mais Éloi savait que les fins heureuses se méritaient. Pourtant, un nouveau conflit émergea, plus insidieux, la jalousie de Tristan envers le drame familial. Lors d'une répétition pour une pièce off du théâtre de l'Atelier,
où il jouait un amant tourmenté dans une adaptation de Cat on a Hot Tin Roof, Tristan rentra tard, imprégné d'une énergie électrique. C'était génial, raconta-t-il, mais ses yeux évitaient ceux d'Éloi. Le garçon, sentant le malaise, pressa, quoi d'autre? Tristan hésita, puis avoua, un acteur, Lucas. Il m'a embrassé après la répète. Pour l'inspiration. C'était rien. Mais le rien creusa un abîme. Éloi, hanté par les trahisons passées, explosa, comme la lettre de Claire. Un rien et qui brûle tout? La dispute s'enflamma, mots jetés comme des torchers, Tristan accusa Éloi de paranoïa héritée, Éloi reprocha à Tristan son flirt avec la liberté new-yorkaise. Ils passèrent la nuit séparés où Éloi sur le canapé, Tristan dans la chambre, le silence plus assourdissant que les cris. Au matin, Éloi appela Claire, instinctivement. Viens, dit-elle, et il se réfugia dans l'appartement haussmannien, où Henri l'attendit avec un bol de soupe maison. Les amours jeunes sont des ouragans, philosopha dit son père. Mais ils passent. Claire, plus sage, offrit un conseil inattendu, parle-lui comme tu m'as parlé. La vérité des armes. Inspiré, Éloi écrivit au pas une lettre, mais un scénario court, inspiré de leur histoire, un garçon qui brûle ses peurs dans une cheminée, pour renaître des cendres avec son amant. Il le lut à Tristan lors d'une rencontre forcée au Luxembourg, assis sur un banc près de la fontaine Médicis. Les statues de pierre, témoins muets, semblaient retenir leur souffle. Tristan écouta, les yeux humides. C'est nous, murmura-t-il. Et je suis désolé. Lucas n'était qu'un écho, tu es la symphonie. Le baiser de réconciliation, sous les feuilles automnales, fut un feu doux, lent, exploratoire, promettant des saisons à venir. Ils décidèrent de consulter un couple thérapeute, un duo lesbien espiègle qui riait des maladresses des hommes, et les séances devinrent des rires partagés, transformant la vulnérabilité en force. Pendant ce temps, la famille progressait. Claire, propulsée par sa thérapie, organisa une soirée coming out symbolique, un dîner où elle relut à voix haute la lettre d'Éloi, reconstruite à partir de ses souvenirs, devant Henri et un petit cercle d'amis progressistes. Je t'aime tel que tu es, conclut-elle, la voix brisée mais ferme. Éloi, ému, l'étreignit, et moi, je t'accepte, Claire. Pas comme mère, mais comme allié. Henri, ému aux larmes, offrit un cadeau, un voyage père-fils à New York, pour rencontrer la ville de Tristan. Le voyage fut une catharsis. À Manhattan, Henri, un mal à l'aise dans les taxis bondés et les bagels trop salés, découvrit le monde de son fils, un atelier théâtre où Tristan répétait, une parade Pride hivernale où ils marchèrent côte à côte, banderoles arc-en-ciel flottant comme des drapeaux de trêve. Je suis fier, dit Henri un soir, face à l'Empire State Building illuminé. Pas malgré, mais avec. Éloi, le cœur gonflé, appela Claire pour partager, on avance. De retour, un incident mineur testa les liens, un collègue d'Henri, homophobe notoire, fit une remarque blessante lors d'un dîner d'affaires auquel Éloi était convié. Henri, au lieu de minimiser, le recadra publiquement, mon fils est gay, et c'est une force. Changez de ton, ou partez. Le geste, petit mais monumental, c'est là le pardon. Claire, apprenant l'anecdote, sourit, il grandit. Mais le vrai chaos était dans l'ombre, le père de Tristan, le diplomate Marc, rentra de mission et annonça un transfert à Tokyo. 6 ans au Japon, déclara-t-il lors d'un appel familial, sa voix enquitonnante. Tristan, dévasté, confia à Éloi, je dois suivre. Pour ma carrière, pour lui. Éloi sentit le sol trembler, après tout, la distance les avait presque brisés. Et nous, demanda-t-il, la voix un fil. On s'adapte. Visas étudiants, été à Paris. L'amour voyage. La décision pesa, mais Éloi choisit la confiance. Ils passèrent l'hiver à planifier, des cours en ligne pour Tristan à l'université de Tokyo, des billets le coste pour Éloi. Claire, solidaire, offrit son réseau, j'ai une amie galeriste à Kyoto, elle t'accueillera. Henri, pragmatique, promit un fonds pour les voyages. La famille, patchwork imparfait, se solidifiait. Le printemps ramena la floraison, Éloi exposa ses premiers plans à une galerie du Marais, sous le titre Maison sans mur, avec Tristan comme muse. La vernissage fut un succès, Claire et Henri au premier rang, toast levé. À l'avenir, trinqua Tristan, son vol pour Tokyo imminent. Leur dernière nuit fut un poème charnel, corps entrelacés, murmure de promesses, l'aube les trouvant enlacés, paisibles. Au départ, à l'aéroport, Éloi serra Tristan fort, attends-moi au pays du soleil levant.
Tristan sourit, larmes aux yeux, je t'y attends, mon soleil couchant. L'année 2027 s'ouvrit sur un Paris enneigé, rare et féerique, où Éloi, seul mais pas esseulé, se lança dans ses études avec une ferveur nouvelle. Le Beaux-Arts, avec ses ateliers baignés de lumière nordique et ses professeurs excentriques, un sculpteur barbu prônant l'architecture queer, fluide comme le désir, devint son sanctuaire. Ses nuits étaient rythmées par les appels de Tristan. Tokyo, ville de néons impitoyables et de cerisiers éphémères, se révélait un exil doux amer. Je mange des sushis au lever du soleil, et je pense à tes crêpes, plaisantait Tristan, sa voix pixelisée porteuse d'un accent nippon naissant. Éloi, en retour, envoyait des selfies devant la scène gelée, revient, mon samouraï shakespearien. La famille, quant à elle, fleurissait dans l'absence. Claire, libérée de ses chaînes intérieures, lança un blog anonyme mère en apprentissage où elle chroniquait son chemin vers l'acceptation, touchant des centaines de parents perdus. Ton courage m'a donné des mots, confia-t-elle à Éloi lors d'un brunch dominical, ses yeux pétillant derrière des lunettes de lecture. Henri, plus extraverti, rejoignit une association d'architectes pour la diversité, concevant des espaces inclusifs, parcs avec bancs safe zone pour les jeunes LGBT. Bâtir pour tous, disait-il, un mantra hérité de son fils. Éloi, enrichi par ses soutiens, affronta ses propres démons lors d'un projet de fin d'année, une maquette d'une maison mémoire, inspirée de la lettre brûlée à un édifice aux murs transparents, où les flammes virtuelles consumaient des confessions projetées, pour renaître en hologramme d'amour. La présentation, devant un jury sceptique, fut un triomphe, applaudissements, une offre de stage à un cabinet renommé du boulevard Raspail. Tristan, regardant via Zoom depuis un café de Shibuya, applaudit virtuellement, mon architecte. Mais la distance, inévitablement, testa l'amour. Un soir de mai, alors que les cerisiers de Tokyo perdaient leurs pétales, Tristan confessa une tentation, un acteur japonais, Kenji, rencontré lors d'une production de kabuki queer, qu'il avait embrassé après une représentation. C'était fugace, jura-t-il, mais Éloi, à des milliers de kilomètres, sentit la vieille blessure saigner. Comme Lucas? Ou comme la lettre de Claire, répliqua-t-il, la voix aigre. La dispute traversa les fuseaux, accusation de solitude forcée, de fidélité conditionnelle. Peut-être qu'on est trop jeune pour ça, lâcha Tristan, un coup fatal. Éloi raccrocha, brisé, et courut chez Claire. La nuit, ils parlèrent jusqu'au petit matin, de trahison, de pardon, de l'amour comme un pont fragile sur l'abîme. Ne brûle pas ce que tu aimes, conseilla-t-elle, écho poignant. Inspiré, Éloi vola à Tokyo à un billet impulsif, financé par ses économies de stage. Il atterrit sous un ciel de mousson, trouva Tristan dans un izakaya enfumé du quartier de Shinjuku, entouré d'amis théâtraux. « Je suis là », dit-il simplement, sa silhouette mouillée par la pluie encadrant la porte. Tristan se leva, pâle, et ils sortirent dans la ruelle pluvieuse, où les lanternes rouges se reflétaient en flaques écarlates. « Pardonne-moi », murmura Tristan, ses lèvres tremblantes. Éloi l'attira contre lui, « Seulement si tu promets, plus de fugace. On est solide, ou rien. » Le baiser, sous la averse, fut un baptême, celle des larmes, douceur de la rédemption. Ils rentrèrent au petit appartement de Tristan en tatami et futon, vus sur les tours illuminées où ils firent l'amour comme pour la première fois, lent, révérencieux, un tissage d'âme. Le séjour d'Éloi à Tokyo aux 2 semaines volées au fut un honeymoon différé, visite au temple Sansoji, où ils tirèrent des omikuji promettant d'amour éternel, randonnée dans les montagnes de Hakone, où les onsen fumants les enveloppèrent de vapeurs bienfaisantes, et nuit à écrire des haïkus mutuels, capturant leur passion en syllabes éphémères. Ton corps, vague mon cœur, rivage l'éternel reflux, composa Tristan. Éloi rit, ajoutant, feu de cendre renaissance en toi, fils libre. De retour à Paris, renforcés, ils planifièrent l'avenir, Tristan rentrerait pour une saison théâtrale au Français, Éloi lancerait son cabinet avec un partenaire rencontré au stage. La famille organisa une réunion d'unité, un pique-nique au bois de Vincennes, où Claire cuisina des madeleines pour les souvenirs doux amers et Henri raconta des anecdotes d'enfance d'Éloi, arrachant des rires. On n'est pas parfait, tosta-t-il, mais on est ensemble. Le climax inattendu survint en automne, une lettre oui, encore une arriva pour Éloi, postée d'Italie. L'écriture penchée, sa mère biologique, la peintre disparue. J'ai lu sur toi dans un journal français, écrivait-elle. Ton courage m'appelle. Pardonne mon silence, j'étais perdu. Viens me voir. Éloi, partagé entre rancune et curiosité, en parla à tous, Tristan l'encouragea, ferme le cercle, Claire, émue, c'est ton droit de choisir. Avec Henri,
ils volèrent à Rome, où la mère attendait dans un atelier baigné de lumière toscan, cheveux grisonnants, palette tachée. Mon fils, murmura-t-elle, et cette fois, le mot n'était pas poison. La réunion fut larmoyante mais brève, des excuses, des toiles offertes à un portrait d'Éloi enfant, aux yeux verts rêveurs et une promesse de correspondance. Pas de retour triomphal, mais une paix. Les mères viennent en multiples formes, dit Éloi à Claire lors du vol retour. Elle sourit, et les fils, en un seul, suffisent. L'hiver referma le cercle. Tristan, acclamé pour son rôle de Hamlet queer au Théâtre du Soleil ou être ou ne pas être aimé, demanda Éloi en mariage lors d'une scène improvisée, bague en or blanc glissée au doigt sous les applaudissements. La famille entière en rit, Claire, même la mère Viazumo fut conviée à la noce intime, au bord de la Seine, sous un ciel étoilé. Mon fils, dit Claire en l'étreignant, et Éloi, libre, répondit, ma famille. Paris, éternel, veillait, une ville de cendre et de renaissance, où l'amour, humain et imparfait, triomphait. Éloi et Tristan marchèrent main dans la main vers l'aube, leurs ombres fusionnées, prêts pour les chapitres à venir.